la journée, 7 jours sur 7. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous informatif dont voici le sommaire. Le Bénin en route pour la mise en place d'une pharmacie publique. C'est l'une des décisions ayant sanctionné le Conseil des ministres du mercredi 13 novembre 2024. Que savez-vous des troubles bipolaires, cette tendance à vivre les événements de la vie quotidienne avec une profonde tristesse ou un sentiment de bonheur extrême? Restez à l'écoute pour plus de précisions. Le sport en fin d'édition, vous aurez le programme détaillé de cette journée en ce qui concerne les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà pour les titres, on se retrouve dans 5 secondes pour le développement. À nouveau, bonsoir. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'école polytechnique à Abomey-Calavi. Autre point à l'ordre du jour, il s'agit de la contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction d'une officine pharmacie publique à Cotonou. Les sociétés de grossistes répartiteurs ne trouvent pas souvent d'intérêt à importer certains médicaments onéreux ou destinés à soigner les maladies rares, exigeant des traitements spécifiques à cause de leur risque élevé de péremption rapide. De fait, cela limite la disponibilité de certaines classes de médicaments et dispositifs médicaux dans notre pays. C'est pourquoi, dans la droite ligne des réformes majeures engagées pour assurer la disponibilité et l'efficacité des soins de santé au profit des populations, il convient de renforcer l'offre pharmaceutique actuelle pour faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux d'un coût élevé ou présentant peu d'intérêt pour les importateurs. Cette option nécessite la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des ruptures des produits de santé à fort impact sur la santé publique. Aussi, le Conseil a-t-il retenu de créer une officine de pharmacie publique avec un statut particulier qui veillera à assurer la disponibilité quasi permanente des produits de santé utiles à la prise en charge efficace des malades, quelles que soient les pathologies. Dans cette perspective, il est nécessaire que les études de conception architecturale, technique, d'impact environnemental et social, la surveillance et le contrôle des travaux de cet ouvrage soient réalisés avec professionnalisme en vue de la maîtrise d'œuvre complète du projet. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé à cette fin. Réunis pour leur 113e session plénière ordinaire du 10 au 13 novembre 2024 à Lokossa, les évêques du Bénin regroupés au sein de la conférence épiscopale du Bénin CEB ont exprimé leur satisfaction face aux efforts du gouvernement du Bénin visant à moderniser le pays. Dans un communiqué rendu public et signé par le président de la CEB, Monseigneur Roger Rumbedji, les évêques du Bénin affirment que ces efforts sont rendus visibles par l'amélioration et le développement des infrastructures routières, sanitaires, industrielles et des marchés modernes sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, malgré ces avancées remarquables, des préoccupations majeures persistent et nécessitent des mesures urgentes selon les évêques du Bénin. Ils pensent que de nombreuses familles continuent de ployer sous le poids de la misère et du manque du strict minimum pour leur subsistance. Les cas de dépression et de suicide prolifèrent, de même que les découvertes de corps sans vie dans certaines de nos localités. Les accidents continuent de se produire sur nos axes routiers, déplore-t-il. Face à ces situations inquiétantes, il pense que la responsabilité individuelle et collective de tous est engagée. Que nous réserve de plus l'actualité au plan national ce jeudi 14 novembre 2024? La réponse avec Romaric Tokbe. La police républicaine du Bénin a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de répression des infractions routières. Cette vaste opération débutera le lundi 18 novembre 2024 et couvrira l'ensemble du territoire national. Elle portera
sur la vérification des documents relatifs à la mise en circulation des véhicules terrestres à moteur ainsi que sur le respect du code de la route. Les usagers de la route sont donc priés de se conformer aux exigences réglementaires et de respecter rigoureusement les dispositifs en vigueur afin de garantir un environnement routier plus sûr pour tous. Cette information a été communiquée par la police républicaine via le communiqué numéro 18-DGPR/CECOM en date du 13 novembre 2024. Et pour finir, le mercredi 13 novembre 2024, un usager d'un poste péage, un agent de Ometec ainsi que 9 agents de la CIRAT ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ces derniers sont poursuivis pour collusion avec l'usager afin de permettre le passage de ces camions sans le paiement des frais de péage réglementaires, en échange de quoi les agents s'approprieraient les fonds. Tous les accusés ont plaidé non coupables. L'affaire a été reportée au 12 décembre 2024. Paille santé, nous y sommes. D'après l'Organisation mondiale de la santé OMS, le diabète touche près de 10% de la population mondiale. Le diabète comme une maladie chronique grave qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. On parle également de diabète lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. L'insuline est une hormone qui régule la glycémie, c'est-à-dire le taux de concentration de glucose dans le sang. Quelques personnes en parlent ici. C'est l'excès de sucre dans le sang. Actuellement, beaucoup de gens en souffrent, les jeunes comme les vieux. C'est ce que nous mangeons aussi. Rien n'est actuellement naturel, avec beaucoup de produits de gauche à droite. Ce que je peux encore dire, c'est que manger les choses modérément aussi doit aussi nous interpeller. Le diabète, c'est une grave maladie. Puisque quand ça commence, je crois que c'est jusqu'à la mort. Ma femme aussi en souffre. Le diabète est une maladie qui se manifeste de nos jours, autant chez les personnes âgées que chez les jeunes enfants. Cela est dû à l'accumulation du glucose élevé dans le sang. Et on en distingue deux, le diabète de type 1 et le diabète sucré, qui est beaucoup plus traité par les médecins et qui entraîne l'obésité chez les enfants. Donc nous devons vraiment prendre au sérieux de ce qui se passe, puisque rien n'est sain actuellement. J'essaie de ne pas trop exagérer, surtout les choses trop sucrées, j'évite. La viande, du porc, tout ça là, j'évite. Je ne dirais pas que je n'en mange pas, mais je mange avec attention. Le diabète, c'est le taux élevé du sucre dans le sang. Pour ne pas en souffrir de cette maladie, il faut tout simplement éviter de manger les aliments qui sont tellement sucrés. Personnellement, je n'abuse pas de sucre parce que je sais qu'un sucre contient 5 grammes et il me faut au moins 45 grammes de sucre par jour. Je suis à même moins de 45 grammes, donc je consomme au maximum 15 à 20 grammes de sucre par jour. Le diabète est causé par tout ce que nous mangeons. Par moment, je vais à l'hôpital, je me contrôle. Je limite autant que se peut tout ce qui est aliments sucrés, tout ce qui contribue, tout aliment qui pourrait favoriser le diabète. Je marche beaucoup, je bois assez d'eau. Tout ce qui est aliments salés, je fais attention. Donc pratiquement je prends les mesures sanitaires qu'il faut pour m'éloigner au maximum de ce mal-là. Il faut savoir manger. C'est les malbouffes qui entraînent le diabète. Nous essayons, vaille que vaille, de moins consommer des aliments riches en glucides, composés du sucre. La consommation exagérée, par exemple, de la pâte de maïs. Bien que l'on pourrait peut-être me diagnostiquer un diabète de type 1, qui n'est pas très... dont on n'en parle pas beaucoup. Parce que autant que nous sommes, nous consommons quand même de sucre. À un moment donné, on en a vraiment besoin. Donc personnellement, moi je fais attention. Le diabète existe sous plusieurs formes. Il y a plus de 40 types de diabète, mais on distingue principalement 2 types de diabète. Le diabète de type 1 qui touche environ 6% des diabétiques et le diabète de type 2 qui en touche 92%. Les autres types de diabète concernent les 2% restants. Suivez ici le quotidien de ces 2 femmes qui souffrent du diabète depuis des dizaines d'années. Mon diabète avait commencé et j'avais l'idée que c'était le palu, la fatigue, je ne sens pas bien. Après avoir traité le palu, ça ne va pas, c'est là qu'on m'a orienté vers ici. Dommage, arrivé ici, j'ai le diabète. Apparemment, ça va mieux. Les médecins qui sont ici font de leur mieux. C'est vrai que les soins pour aider les diabétiques là, on ne reçoit pas bien de ça du ministère. Moi, je dépasse au moins, si c'est petit, au moins 40 000 par mois.
Donc le diabète là, c'est une maladie que on devait nécessairement nous aider parce qu'on écrit d'autres des médicaments, d'autres n'ont pas le moyen pour acheter, ils meurent de ça. On m'a décrit diabétique depuis l'âge de 17 ans. Actuellement, je suis dans ma 60e année. Donc, je souffre du diabète maintenant, il y a plus de 42 ans. À une certaine âge, quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, je voyais que c'était une maladie qui me gênait parce que tu te piques, parce que je suis insulinodépendant. Tu dois te piquer au moins 2 fois par jour. Et c'était une gêne pour moi. À l'âge de 24 ans, j'ai eu une fille. Et quand j'ai eu une fille, j'ai été malade, hospitalisée. J'ai fait 2 ans sur le lit de l'hôpital, sans me lever. Là, ça m'a donné des séquelles aux pieds, gangrène. Après avoir mon enfant, que j'ai pris conscience de cela. Et depuis que j'ai pris conscience, je vais dire à partir de 25 ans jusqu'à ce jour, bon, il y a des crises, hein? Il y a des crises parfois. Lorsque tu ne manges pas, ou bien tu ne manges pas assez. Côté médicaments, c'est très délicat, très très délicat, surtout les insulinodépendants. Parce que tu te piques le matin. L'insuline, tu le fais, si tu manges bien, le flacon, bon, ça peut te faire à peine 15 à 20 jours. Mais si tu ne manges pas, ça peut te faire 30 jours. Félicien Edou est médecin. Il explique qu'on peut prévenir le diabète ou vivre avec la maladie. Dans les 2 cas, une alimentation saine et une hygiène de vie paraissent fondamentales. Le diabète sucré est une affection chronique généralement due soit à une insuffisance de sécrétion, soit génétique ou bien la personne l'a hérité des parents, ou bien la personne pour une maladie donnée de la vie courante l'a eu, soit cette insuffisance-là peut être forcément liée à l'insuline, qui est l'hormone qui régule la glycémie, les taux de sucre dans le sang. Alors, si vous avez un déficit de sécrétion, soit acquise ou génétique, et que cette sécrétion est diminuée, là, on va parler qu'il y a le diabète, parce que le taux de sucre va s'élever dans le sang. Ou bien, l'organisme arrive à sécréter ces insulines, mais les tissus qui sont censés recevoir cette insuline pour fonctionner n'arrivent pas du tout à l'utiliser comme cela se doit. Donc, soit c'est une insuffisance de sécrétion, soit c'est une insuffisance d'utilisation ou d'efficacité de cette insuline sur les tissus cibles. Là, il y aura un dérèglement de le métabolisme de glucose qui va faire que le sucre va augmenter dans le sang de façon exagérée et non contrôlée, alors ce qu'on appelle le diabète sucré. Alors, pour ceux qui en souffrent, il faut absolument un bon suivi, un bon traitement si on veut vraiment s'en sortir, parce que les complications du diabète sont énormes et souvent invalidantes. Donc, il faut absolument que ceux qui sont diabétiques suivent régulièrement les traitements, suivent régulièrement les contrôles, surtout prennent correctement les médicaments. Et le suivi, les consultations pour les contrôles, ils doivent honorer régulièrement. Le régime, parce que c'est la partie la plus importante du traitement du diabète, malgré les médicaments qu'on va vous mettre, si vous ne respectez pas les règles d'hygiène alimentaire, et cette règle d'hygiène alimentaire est adaptée en fonction de chaque personne. Mais il faut savoir qu'aucun aliment n'est interdit à un diabétique, mais tout est à consommer de façon modérée et adapté désormais selon le poids, selon la patiente, selon les tests, ainsi de suite. Cela suppose que vous allez, dans votre suivi, vous devez voir un diététicien qui, là, va évaluer votre terrain, votre facteur de risque pour pouvoir vous conseiller qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger de façon exagérée. Et ceux qui ne sont pas encore diabétiques, apprenez à contrôler régulièrement votre taux de glycémie, une fois au moins tous les 2 ou 3 mois, pour permettre de savoir si est-ce que vous rentrez dans la phase de pré-diabète ou pas, parce qu'il faut toujours franchir la phase pré-diabète avant d'arriver à la phase diabète. Le trouble bipolaire est un état pathologique grave qui provoque des hausses et baisses d'humeur extrêmes et qui influence parfois le quotidien de l'entourage. Un état qui peut nuire à la santé physique et mentale. Dans ce reportage réalisé par Mathilde Aïmoa, on fait un zoom sur cette maladie. Autrefois, appelées psychoses maniaco-dépressives, les troubles bipolaires sont le quotidien de bon nombre de personnes aujourd'hui. Changement d'humeur, prise de tête et bien d'autres, autant de mots pour qualifier cet état. Grâce à l'infirmier Fiacre Koujina, nous découvrons encore plus la maladie et mieux encore, les principaux signes. Les signes du trouble bipolaire varient en fonction de l'épisode que traverse la personne. La personne peut être maniaque, hypomaniaque ou dépressive. Alors, comme signe d'un épisode maniaque, l'humeur est anormalement élevée chez la personne. Il y a une augmentation de l'énergie et de l'activité physique. La personne devient mégalomane, c'est-à-dire la personne sent une estime de soi de façon exagérée. Elle bavarde beaucoup. La personne a des pensées rapides. Et la personne a des comportements impulsifs.
Et au niveau de son sommeil, la personne se sent reposée après seulement quelques heures de sommeil. La personne a une distraction facile ou a des difficultés à se concentrer. Alors si nous prenons les signes d'un épisode hypomaniaque, ces signes sont similaires aux signes d'un épisode maniaque, mais sont moins intenses et ne causent pas de dysfonctionnement majeur. Alors comme signe d'un épisode dépressif, nous avons une tristesse persistante ou sentiment de vide, d'anxiété ou de désespoir. Il y a une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités habituellement appréciées. La personne est fatiguée ou ressent une perte d'énergie. La personne a des difficultés à se concentrer et à se souvenir ou à prendre des décisions. Il y a un changement au niveau de l'appétit. Soit l'appétit augmente, soit l'appétit diminue. La personne a des troubles de sommeil, peut-être une insomnie ou un sommeil excessif. Il y a un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire les mouvements et pensées de la personne sont plus lents. La personne ressent des sentiments de culpabilité excessive ou d'inutilité. Souffrir d'un trouble bipolaire peut parfois subvenir suite à certains changements, vu l'évolution de la personne et même avec l'âge. Pour en guérir, un suivi particulier permet de reconnaître la maladie et d'apporter une aide aux patients. Quelques conseils sont donc énumérés par le médecin. L'évolution du trouble bipolaire est variable d'une personne à une autre et peut dépendre de plusieurs facteurs tels que la gravité des épisodes, la fréquence des cycles et l'efficacité du traitement. Donc, au début, le trouble bipolaire se manifeste souvent à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Dans certains cas, ça peut apparaître chez les enfants ou chez les personnes plus âgées. Au niveau des cycles épisodiques, il y a certaines personnes qui peuvent connaître plusieurs épisodes par an, tandis que d'autres peuvent avoir des périodes de stabilité prolongées entre les épisodes. Pour aider une personne atteinte de troubles bipolaires, ça peut être difficile, mais un soutien bienveillant et une compréhension des défis qu'elle traverse peuvent faire une grande différence. Il faut d'abord apprendre sur le trouble bipolaire, c'est-à-dire vous informer sur le trouble bipolaire pour mieux comprendre ses symptômes, son évolution et ses traitements. Cela vous aiderait peut-être à être plus empathique et réagir de manière appropriée au comportement et aux épisodes de la personne. Il faut essayer de lui offrir un soutien émotionnel, c'est-à-dire vous écoutez la personne sans la juger. Vous lui montrez que vous êtes là pour écouter avec patience, sans critiquer, ni minimiser ses sentiments. Vous essayez d'être empathique. Il faut essayer de comprendre ce que la personne traverse, reconnaître ses difficultés et lui offrir des mots de soutien. Il faut souvent rester calme pendant un épisode de manie ou de dépression. Donc, vous gardez votre calme pour aider la patiente ou bien le patient à stabiliser sa situation. Il faut encourager la personne dans son traitement. Vous la soutenez pour qu'elle suive son traitement. Il faut très souvent lui rappeler, gentiment bien sûr, de prendre ses médicaments ou de se rendre à ses rendez-vous de thérapie sans être insistant ou autoritaire. Vous aidez la personne à trouver un professionnel. Si cette personne n'est pas encore suivie par un professionnel, vous lui proposez de l'aider. Essayez d'être conscient des signes de sa crise. Donc si la personne montre des signes de danger comme des idées suicidaires, il ne faut pas les ignorer. Il faut essayer de l'encourager à obtenir de l'aide d'urgence ou appeler une ligne d'assistance en cas de crise. Prendre soin de sa santé physique et mentale serait la meilleure des résolutions à prendre afin d'éviter de succomber à des troubles malsains et dangereux pour notre société. Ce journal se poursuit et on parle société à présent. Un beau-parent est une personne qui fait partie de la famille par alliance, comme la sœur de votre mari ou le père de votre femme. Le mariage est ce lien-là qui unit deux familles différentes. Mais à quel point une belle famille doit-elle s'impliquer dans la vie d'un nouveau couple? Ola Grâce Adjé a recueilli pour vous quelques avis. La question de la belle famille, au même titre que l'argent, l'une des raisons majeures qui provoque des conflits dans un couple, en fait. Déjà, la base, c'est pendant que vous êtes en amitié ou en cheminement, chaque partenaire doit apprendre à éduquer sa famille. Quand je dis ça comme ça, bon, les gens risquent de ne pas le comprendre. On est dans un contexte africain où, bon, même des familles, après que le fils ou le fils se soit marié, on veut avoir une même mise sur le couple et tout et tout. Mais c'est un peu comme un enfant. Quand l'enfant atteint un certain âge, le parent n'a plus un rôle décisionnel. Tout ce qu'il a, c'est un rôle de conseiller. Il émet des suggestions sur ce qu'il juge bon que l'enfant doit faire sur la base de ses expériences. L'homme et la femme forment une famille différente. Maintenant, le truc avec la belle famille, c'est que la belle famille, quand elle est bien gérée, peut être une réelle bénédiction. Mais quand on donne
la liberté à la belle famille de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, elle peut créer des dégâts considérables. Moi, je pense que le mariage, c'est deux familles qui s'unissent et le couple, c'est deux personnes. Le couple, c'est l'homme et la femme, mais le mariage, c'est deux familles. La famille ne doit pas s'immiscer dans le couple, à moins qu'on leur demande leur avis, à moins qu'on ait besoin de leur aide et qu'on leur raconte le problème, le souci, et qu'ils interviennent. Mais sinon, ils n'ont rien à voir dans notre couple. Pour commencer, je dirais que ce que nos parents ont vécu dans le passé avec la belle famille, il y a eu une évolution en fait. Dans le passé, on remarquait que la belle famille s'impliquait beaucoup plus dans la gestion de vie de couple, où on avait besoin de la vie de la famille pour prendre des grandes décisions dans la gestion d'une vie de couple. Mais avec la modernité, avec l'évolution que nous avons aujourd'hui, et beaucoup de limites ont fait leur apparition en fait. Donc moi je pense que la belle famille peut s'immiscer. Si seulement c'est le problème relève de sa compétence quoi. À mon avis, elle peut s'immiscer, mais dans des situations, pas dans toutes les situations. C'est quand la situation devient un peu grave où les deux ne peuvent pas gérer et que la belle famille peut venir s'immiscer. Les comportements malveillants englobent un ensemble d'actions et d'attitudes qui visent à nuire aux autres, à manipuler ou à obtenir un avantage injuste au détriment d'autrui. Ces comportements peuvent se manifester sous diverses formes, allant de la tromperie à la violence. La question qu'il faut se poser est de savoir si les comportements malveillants sont influencés par la nature ou par la culture et les expériences de vie. À cette question, plusieurs personnes ont donné leurs impressions au micro de Samuel Oukora. Les comportements malveillants ne sont pas influencés par la nature génétique ou par la culture. Je dirais que c'est par les expériences de vie ou par la nature même de la personne. Parce que souvent, on voit des personnes bienveillantes qui mettent au monde des enfants méchants. Vous allez voir un papa très gentil, très ouvert, une maman très gentille, très polie, mettre au monde un enfant sournois, un enfant impoli, un enfant récalcitrant. Et pour d'autres personnes, c'est de par leur expérience. Parce que si vous vivez une certaine expérience, si vous connaissez une certaine expérience de la vie, en fait, vous changez. Je dirais même vous changez. Ce que je dirais par rapport à la malveillance, moi, simplement, c'est que, comme on le dit, tout le monde est bien, normal, sans aucun problème. Mais généralement, lorsqu'on est dans une société, on finit par s'adapter, on copie les comportements et les attitudes des autres. Et je pense que pour ma propre expérience, pour ma petite expérience vécue avec le peu de vie que j'ai eu, le peu d'âge que j'ai et tout, selon moi, c'est plutôt ce que les gens vous envoient comme comportement, vous envoyez un retour aux autres. Ceci dit, c'est selon moi le comportement des autres à l'image de nous qui fait ce qu'on est au fait dans la société. C'est déjà, on a eu beaucoup de coups bas, on a eu beaucoup de mauvaises expériences. Certes, on n'aura pas la même perception du monde. Beaucoup auront tendance à vouloir dribbler les autres à leur profit et tout, ce qui crée forcément des attitudes malveillantes et tout. Je dirais que les comportements malveillants sont plus influencés par le milieu dans lequel chacun vit. Je dis ça parce que si toi tu as vécu dans un milieu où tout le temps il y a la bastonnade, toi tu vas te dire que tout se règle par la force, alors que non. Si c'est que dans ton milieu tout le monde médit des autres, on fait un peu comme si on se moque de la personne, après on vient on rit avec la personne, ou bien on ne fait que poser de mauvais actes. Toi tu vas aussi prendre le pli, c'est pas ta faute. C'est parce que tu as vu faire que toi-même tu as pris ce même pli-là. Que se passe-t-il dans le monde? Que se passe-t-il dans le reste du monde? Allah, grâce à Dieu, nous aide à faire le tour de l'actualité dans le reste du monde. On commence cette balade internationale par le Somaliland. Mercredi 13 novembre 2024, le Somaliland, république autoproclamée depuis 1991, a tenu sa 4e élection présidentielle. 1,2 million d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur futur dirigeant parmi 3 candidats. Le président sortant, Moussé Bihi, fragilisé par un conflit armé dans le sud-est, Abdirahman Hiro, principal opposant qui a axé sa campagne sur l'unité nationale, et Faisal Ali Warabe, candidat du Parti de la justice sociale. Malgré un climat préélectoral tendu, le vote s'est déroulé dans le calme. Cette élection est considérée comme un test pour la stabilité démocratique du Somaliland qui cherche à renforcer sa reconnaissance à l'international. Les résultats sont attendus pour le 21 novembre, a annoncé la Commission électorale nationale. Direction l'Iran.
Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, est en visite à Téhéran où il a rencontré ce jeudi des responsables iraniens pour discuter du programme nucléaire de l'Iran quelques semaines avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Toute résolution interventionniste de l'AIEA dans les affaires nucléaires de la République islamique d'Iran fera l'objet de contre-mesures immédiates, a indiqué M. Eslami lors d'une conférence de presse à Téhéran avec le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique Rafael Grossi. L'Iran ne négociera pas sous la pression et l'intimidation sur son programme nucléaire, avait affirmé plus tôt le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi après une rencontre à Téhéran avec le chef de l'AIEA Rafael Grossi. 17 millions de Sri Lankais sont appelés aux urnes ce jeudi 14 novembre pour élire le député à l'occasion des législatives anticipées convoquées au lendemain de l'investiture du nouveau président Anura Kumara Dissanayaka, élu le 21 septembre 2024. Des élections décisives qui pourraient remodeler le paysage politique du Sri Lanka 2 ans après la faillite qui a conduit à une mobilisation massive, des émeutes et la chute du président Rajapaksa. Et pour finir, à Baalbek, au Liban, des frappes ont touché les abords immédiats des riches vestiges romains et endommagé des églises. D'autres sites antiques à Tyr et Byblos sont menacés. Le comité spécial de l'UNESCO chargé de la protection des biens culturels en cas de conflit armé tiendra une session extraordinaire consacrée au Liban le 18 novembre. Le coup de sifflet qui marque la page sportive. Le sélectionneur du Bénin Gernot Rohr a exprimé sa déception face à l'absence de certains de ses joueurs clés pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre le Nigeria et la Libye. En effet, il sera privé du quatuor composé de Cédric Routondi, Olivier Verdon, Matteo Arlinvi et David Kiki pour ces matchs cruciaux comptant pour les 5e et 6e journées des phases qualificatives. Le technicien franco-allemand est néanmoins optimiste quant au fait que son équipe saura faire face à l'absence de ses joueurs clés. Il nous manque des joueurs clés, mais on fera sans eux. Dans l'axe, on aurait aimé avoir Cédric et Olivier avec nous, mais ils ne sont pas là, a déclaré Rohr ce jeudi en conférence de presse d'avant-match. Les Guépards occupent actuellement la 2e place au classement dans le groupe D avec 6 points après 4 matchs. Ils accueilleront les Super Eagles dans un derby ouest-africain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce jeudi. Le dernier match de qualification du Bénin contre la Libye aura lieu 4 jours plus tard. C'est donc sur cette note que se referme ce journal. Tibus Arere-Renou a assuré la mise en onde. Voilà, grâce à Dieu la réalisation. Au micro, je suis Carmen Rodéou. Bonsoir chez vous. Salut, voilà, ici Ignace Don Mito et je vous invite à rester câblé sur Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. On lâche pas l'affaire, on est ensemble.